Bonjour à vous. Alors, on va découvrir la peur du sauvage, les origines et les pédagogies liées à ce sujet. Alors, j'ai choisi le loup comme fil rouge à notre histoire, ou plutôt comme bête noire. Alors, le sauvage, dans l'animalité, c'est quoi? Ben, c'est ce qui se contrôle pas, c'est ce qui est autonome, c'est ce qui répond à ses instincts profonds, et c'est ce qui évolue naturellement. Tandis que le domestique, c'est ce qui se dresse, c'est ce qui est un propriétaire, c'est ce qui répond à nos besoins, en tout cas c'est ce qu'on essaye, et c'est ce qui est sélectionné sur de nombreuses années, que ce soit l'animal ou le végétal. C'est quoi le sauvage? C'est ce qui vit dans les bois. Ça vient du latin sylvaticus, de la forêt, forestier, donc ce qui vit dans les bois, contrairement à ce qui vient de la ville, ce qui est civilisé. Donc là, j'ai pris comme exemple une publicité d'un célèbre parfum qui s'appelle Sauvage, où ils ont repris exactement les représentations de notre culture qu'on a du sauvage. Donc on retrouve évidemment le loup dans l'animal sauvage, et puis ils ont mis aussi l'Amérindien comme le sauvage. D'ailleurs, les peuples amérindiens des États-Unis avaient porté plainte contre cette publicité. Et puis, on a un personnage représenté ici par Johnny Depp qui est le sauvage en nous, un autre, nos instincts, nos pulsions. Donc on va dire, il y a trois sortes de sauvages. Il y a le sauvage, la nature indomptée, l'humain indompté, et puis le sauvage en nous. Alors, on a un lien fort symboliquement avec le loup dans cette histoire de sauvage et toutes les histoires qu'on nous raconte, mais aussi parce que le loup, c'est l'animal domestiqué, le tout premier. Il y a plus de 30 000 ans que le loup a été domestiqué pour devenir chien. Quand on était encore nomade, quand on chassait, il y avait les loups à côté de nous, on avait à peu près le même territoire, le même gibier, donc il y avait beaucoup de liens. Et petit à petit, on a domestiqué le loup. Et bien plus tard, à la révolution néolithique, on est devenu sédentaire, agriculteur, on a élevé les autres animaux. Ça s'est étalé sur des milliers d'années. Et dernièrement, au Moyen Âge, on a élevé le lapin. Donc, il y a l'état sauvage de l'animal, du végétal, et puis une domestication qui s'est créée à la révolution néolithique. On a créé les fermes, on a créé l'agriculture, l'élevage, puis on est passé à une autre étape qui est l'industrialisation pour créer du profit sur le sauvage. Et puis peut-être qu'il y aura, ou il y a une nouvelle étape qui est la numérisation et des nouvelles technologies qui amènent une nouvelle dimension au sauvage. En tout cas, une culture qui agresse complètement le sauvage, qui le détruit. Et on va le voir, c'est en partie à cause des peurs qu'on a de ce sauvage qu'on ne comprend pas. Dans l'histoire du sauvage, ça nous renvoie à nos racines. L'homme préhistorique, on l'identifie comme sauvage. Ça nous permet de nous sentir civilisés. Donc, dans les représentations, comme dans cette image du film de la guerre du feu, hein, il est mal coiffé, mal habillé, il sent très mauvais, il est stupide, il a des gestes maladroits. Alors qu'il y a toutes les chances que l'homme préhistorique ne ressemble pas du tout à ça. Il était complètement adapté à son environnement. Déjà, il n'était pas seul, il était dans une tribu. Il était dans un territoire identifié, il avait grandi dans cet environnement, donc il n'était pas en survie, il était en vie. C'est plutôt cette image, l'image qu'on a de nous, si on s'imaginait nous se projeter dans cet environnement, au bout de 15 jours, un mois, si on tient jusque-là, on ressemblerait plutôt à ça. Ou un naufragé sur une île, il ressemble à ça. Parce qu'il n'a pas de tribu, il n'a pas de territoire, et il est complètement inadapté, il n'a aucune compétence. Donc, on a cette image qui nous permet aussi, pourquoi on la véhicule? Parce qu'on, dans l'histoire de l'évolution, on se sent civilisé, intelligent, parce qu'on imagine un ancêtre stupide, aussi par comparaison. Dans l'histoire aussi, si on remonte jusqu'à la Grèce antique, on avait dans une région identifiée comme la plus sauvage de Grèce, l'Arcadie, euh, le roi Lycaon, qui était qui veut dire loup en grec. Et dans l'histoire, il avait offert un repas à Zeus qu'il avait accueilli, lui avait offert de la chair humaine, et Zeus, pour se venger, l'avait transformé en loup. Et dans cette région, le dieu, c'était le dieu Pan, le dieu aux pieds de bouc, aux cornes,
hein, qui utilisait sa flûte de Pan, et en fait il utilisait cette flûte pour faire peur à ses ennemis et créer une peur panique. D'ailleurs le terme panique vient du dieu Pan. Et puis dans ces histoires, eh ben, le Moyen Âge avec la religion chrétienne a euh, créé le diable en s'inspirant en partie du dieu Pan. On retrouve beaucoup d'attributs identiques. Et puis tout ce qui nous fait peur, tout ce qui symbolise le sauvage. C'est-à-dire des ailes de chauve-souris ou des pieds de bouc, une queue de loup, des cornes de bouc, etc. Et dans les personnages que le diable pouvait asservir, eh ben, on a eu la sorcière qui symbolise peut-être le sauvage plutôt féminin. Et d'ailleurs, les sorcières, en particulier en Suisse, étaient représentées non pas sur des balais, mais chevauchant des loups. Et puis le loup-garou, qui vient aussi de ces histoires du Moyen Âge où on raconte que des personnes se transforment en loups pour dévorer des gens. Et ces personnages finissaient sur le bûcher, hein, comme les sorcières. Et puis notre imagerie moderne a créé des films, que ce soit les loups-garous, les vampires ou les sorcières, qui sont toujours dans nos représentations du sauvage, avec cette histoire de nuit, de sang, de lune, avec tous ces symboles encore très présents. Pour les loups-garous, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'en fait la Franche-Comté était très prolifique en loups-garous et qu'il y avait des procès de loups-garous. L'exemple d'un personnage, Gilles Garnier, qui a été arrêté après avoir dévoré plusieurs enfants. On raconte que c'est lui qui racontait, peut-être sous la torture, en faisant ses aveux, qu'il avait rencontré un homme en noir qui lui a donné une pommade qui lui permettait de se transformer en loup, et ainsi il pouvait faire la chasse aux enfants pour ramener euh, des parties de ses enfants à sa famille pour les nourrir. Il a fini sur le bûcher, des témoins racontaient l'avoir vu se transformer en loup. Il y a eu plein d'autres histoires comme ça. Il y a les loups-garous de Poligny qui ont été brûlés sur la place à Besançon ou à Saint-Cloud, toute une famille qui a fini sur le bûcher. Donc c'était sûrement des personnes qui avaient des maladies mentales dans certains cas, hein, mais en tout cas c'est très ancré que la sauvagerie c'est lié au loup, par l'image du loup-garou qui est très ancienne. Et puis le sauvage, plus on identifie le sauvage, plus on identifie notre côté civilisé, le monde moderne. Notre culte du monde moderne, on le retrouve dans cette image-là, hein, qui vient d'un tableau qui représente la colonisation américaine, et on voit le progrès représenté par une belle femme qui apporte le télégraphe et un livre d'éducation qui repousse le sauvage. Et si on coupe le tableau en trois, on voit que le monde moderne est du côté de la lumière, l'agriculture, les locomotives. Et puis, à gauche, eh bien, le sauvage, où on va mettre ces deux dimensions, les animaux et les humains sauvages, qu'on va repousser, le loup, l'ours, les bisons, et apporter cette civilisation-là. Donc cette idéologie euh, s'est fait tout le long de la colonisation, et on a même mis en scène des personnes. Ici, vous avez un village sénégalais, hein, dans une exposition universelle. On avait ça aussi à Paris, où on mettait en scène ces soi-disant sauvages pour se sentir civilisés, hein, et donner tous ces arguments au progrès. Ça vient d'histoire de l'évolution, parce que Darwin a découvert l'évolution des espèces et de l'homme, et que c'était pas le fixisme, c'est-à-dire qu'avant on imaginait que tout était arrivé d'un coup sur Terre, que Dieu avait créé les animaux, les humains, que c'était fixe. Et lui, il a prouvé que les animaux, l'humain avait évolué petit à petit. Donc on part du principe, en tout cas dans l'imaginaire, que nous étions animal, peu évolué, voire stupide, comme on l'a vu avec l'homme préhistorique, et que maintenant on est devenu moderne. Et ça a donné dans cette idée de cette courbe du progrès, hein, exponentielle, que les sauvages, le sauvage et les sauvages étaient en retard dans l'évolution. Ils étaient restés coincés dans les couloirs du temps et qu'il fallait les civiliser. Donc on a enlevé dans les familles, exemple ici, cette photo assez horrible d'enfants amérindiens qui ont été kidnappés, hein, qui ont été enlevés de leur famille, qui ont été obligés d'être dans des pensionnats pour être civilisés. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser leur tradition, leur langue, leur costume. Beaucoup d'enfants sont morts dans ces pensionnats, que ce soit aux États-Unis, en Australie, au Canada, hein. Et jusqu'en 1990, il y avait ces pensionnats. Donc il fallait civiliser.
domestiquer le sauvage, que ce soit l'animal, que ce soit l'humain. Cette dimension a évolué et en particulier Claude Lévi-Strauss, un ethnologue français, dans son livre La pensée sauvage, nous dit il n'y a pas de civilisation primitive ni évoluée, il n'y a que des réponses différentes à des problèmes fondamentaux et identiques. Donc il enlève cette idée d'évolution où avant on était bête, on devient intelligent, que tout simplement ces individus, que ce soit peut-être les hommes préhistoriques ou les peuples premiers, et non plus primitifs, ne sont pas en retard, qui répondent à leurs besoins, et que nous, on a développé la technologie, ce monde moderne pour répondre à nos besoins, et eux, ils ont répondu autrement à leurs besoins, mais ils sont dans leur temps à eux. Donc les peurs qu'on a du sauvage pour se sentir civilisé, ça va des simples peurs de salir, jusqu'aux peurs les plus viscérales qui sont de se faire manger en se sentant proie, et généralement dans nos histoires c'est le loup qui symbolise cette peur, cette angoisse du sauvage où on peut se faire manger. Donc se salir, avoir froid, avoir faim ou soif, tomber, se perdre, s'intoxiquer ou se faire agresser. On retrouve toutes ces dimensions-là de la plus simple à la plus panique de ces différentes peurs. Mais ces peurs, elles sont à différentes échelles. On a des appréhensions, des inquiétudes quelquefois, jusqu'à avoir des terreurs sur ces peurs. Donc ça peut être bien d'identifier si cette peur, elle est toute douce, on va dire, ou terrible. On a différentes réactions face à la peur. Chez l'animal, comme chez l'humain qui est un animal, on peut se cacher, on peut fuir, on peut se figer, mais on peut aussi attaquer. Et l'humain, vu qu'il a développé des compétences, de la technologie, il se sent en confiance, il aura tendance à être sur l'agression. Donc face au sauvage qui ne comprend pas, qui lui fait peur, il aura tendance à agresser le sauvage pour compenser cette peur. Donc les peurs, c'est quoi? C'est plusieurs choses. C'est des croyances, c'est les histoires qu'on nous raconte. Quand on a peur du loup, c'est surtout des histoires qu'on nous raconte sur le loup depuis qu'on est tout petit. C'est les expériences qu'on vit. Si on a eu une mauvaise expérience ou une expérience traumatisante, ben, elle reste ancrée et quand on renouvelle, on retrouve l'élément qui nous a fait peur, qui nous a fait peur dans le corps, et ben, ça se renouvelle. C'est aussi le manque de confiance en soi. C'est-à-dire que si vous promenez dans la forêt, si vous n'avez pas trop confiance en vous, en termes d'orientation, pas trop de compétences, ben, vous aurez peur de vous perdre. Donc c'est lié à la confiance en soi. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est la résonance affective. C'est-à-dire que tout petit, si nos parents ont peur de quelque chose, on va, par empathie, en regardant leur visage et leurs émotions, s'approprier cette peur face à l'objet de la peur. Si vos parents ont peur d'une araignée, eh bien vous voyez ça, ça s'ancre dans votre corps, et quand vous voyez une araignée, vous allez répertorier ça, exprimer cette peur, et ça peut se transmettre de génération en génération. Donc les peurs, ça inhibe la curiosité, l'émerveillement, le plaisir, et sûrement d'autres choses. Et c'est dommage parce que quand on emmène un groupe dans la nature, quand on est en rapport avec le sauvage, ben on est moins curieux, moins émerveillé, on a moins de plaisir, parce que cette peur est là et nous empêche de développer ces compétences-là. Et puis, le processus qui est intéressant, c'est qu'il peut être inversé. C'est-à-dire que si on élimine tout ça, si en tant qu'éducateur, parent, animateur, on apporte du plaisir, de l'émerveillement, de la curiosité dans la nature ou en rapport avec le sauvage, on va adoucir, en tout cas on va réduire petit à petit ces peurs. Donc le sauvage, il y a plusieurs termes. Il y a l'ensauvagement, qui est un terme qui a été repris par les politiques, où là on veut stigmatiser le sauvage en faisant réémerger ses peurs. Hein. L'ensauvagement des banlieues, etc. Il y a plein de choses qui se développent de ce côté-là. C'est un nouveau terme pour faire émerger cette peur-là, renvoyer à notre histoire du sauvage qui nous fait peur. Et puis un autre terme en même temps opposé, qui est réensauvager, où là, carrément, il est plutôt positif, c'est ramener notre intériorité, nos émotions, notre instinct au sens positif du terme. Réensauvager les territoires, un lieu, ou réensauvager nos vies. On voit que ces deux termes sont carrément opposés en utilisant le mot sauvage. D'un côté, on va stigmatiser la peur, de l'autre, comment réveiller notre nature intérieure. Donc dans une posture éducative, pour avoir emmené de nombreux groupes dans la nature, en rapport avec le sauvage, ou la nuit aussi,
Je dirais qu'il ne faut pas minimiser les peurs. Pas dire à un enfant c'est rien, sois pas bête, n'aie pas peur. Il a vraiment une peur. Donc là, le prendre en compte sans le ridiculiser. Et être dans la rassurance. On est en attention de ses émotions, mais aussi on montre qu'on est vigilant par rapport à notre environnement où il peut se rassurer avec nous. Peut-être mesurer l'échelle des peurs. Est-ce que l'enfant a une petite peur ou est-ce que c'est une peur panique? Identifier peut-être les croyances. Est-ce que c'est des histoires qu'on lui raconte? Donc là, peut-être lui raconter d'autres histoires. Et est-ce que c'est une peur par procuration? Quelquefois, l'enfant n'a pas peur lui-même, il n'a pas peur de se perdre, il a peur de se faire disputer s'il se perd, ou peur de se faire disputer s'il est sale. Donc c'est la peur de l'autorité, que ce soit les parents ou un enseignant. Euh, donc un jugement, une sanction par rapport à ça. Et puis on est plutôt là pour adoucir les peurs sans trop chercher à les éliminer, parce qu'on n'est pas des thérapeutes et on n'a peut-être pas le groupe longtemps. Mais en tout cas, adoucir les peurs, c'est déjà un bon objectif. Et ça se fait pas à pas. On accompagne l'expérience de connexion à la nature en douceur, on prend le temps et on n'oblige jamais. Un enfant qui a une peur panique d'un serpent, ça sert à rien de l'approcher. En plus de force, ça va ne faire que ne renforcer sa peur. Donc bien identifier si la peur est très forte, ne surtout pas obliger. Et puis l'explication rationnelle en disant ta peur c'est stupide parce que la réalité scientifique c'est ça, ça suffit pas. La peur elle est ancrée dans le corps, donc c'est en vivant une expérience corporelle que l'enfant pourra petit à petit adoucir sa peur. Donc dans nos histoires, l'humain aussi s'est domestiqué, s'est auto-domestiqué comme il a domestiqué le végétal, l'animal. Et on a un peu auto-domestiqué nos enfants, qui sont des enfants d'intérieur, hein, dits civilisés, et on a peur de les mettre dans la forêt, on a les peurs du sauvage, parce qu'on a l'impression que si on les met dans la forêt, ils vont finir comme l'enfant sauvage de Truffaut, du film de Truffaut. Il va devenir sale, agressif, blessé. Alors qu'aujourd'hui, la réalité, l'enfant domestique, il a plutôt d'autres problèmes, que ce soit le numérique, que ce soit au niveau social. Et le sauvage, le rapport à la nature, va plutôt en faire que s'il a accompagné un enfant épanoui. Donc il y a plusieurs pédagogies de la peur. Et deux pédagogies, je dirais, opposées. Il y a une pédagogie pour faire peur. Hein. Donc faire peur pour contrôler. Depuis très longtemps dans l'éducation, on a ça. Hein. Et les histoires, par des histoires, on va raconter des histoires pour faire peur, mais pour sécuriser les enfants. Hein, l'histoire du puits, on racontait dans des régions qu'il y avait une sorcière qui vivait dans le puits et il fallait pas s'approcher. Comme ça, l'enfant ne tomberait pas dans le puits. Sinon, la sorcière allait attraper l'enfant et le plonger dans le puits. Donc on inventait des histoires à des fins pédagogiques pour sécuriser l'enfant. Et puis on a la punition, sanction, hein, pour faire peur à l'enfant, des punitions, donc on estime qu'il travaillera mieux comme ça. Sauf qu'il y a d'autres techniques avec le plaisir, la curiosité qui permettent d'éduquer, mais comme on a vécu ce schéma de peur, eh ben on a tendance à croire qu'il n'y a que cette façon-là d'éduquer et de motiver. Et la pédagogie opposée, c'est jouer à se faire peur. C'est-à-dire que l'enfant, dans sa liberté, il joue au loup, il joue à cache-cache, et il va vous dire, ah, on peut jouer à se faire peur parce qu'il en a besoin, parce que ça lui permet de vivre des peurs dans un cadre sécurisé, et comme ça il peut accueillir et apprendre à assimiler ses peurs. Il a besoin de les vivre pour comprendre ce qui se passe dans son corps. Donc c'est important pour lui, le jour où il vivra vraiment une peur, il pourra plus facilement la comprendre. Et puis aussi, ça développe des compétences, hein, de jouer à cache-cache, de grimper aux arbres, de se cacher ou d'affronter. Tout ça, ça donne des compétences qui fait qu'on est un peu plus en confiance et on a un peu moins peur. Donc c'est intéressant d'éduquer au sauvage, de remettre, comme on a vu étymologiquement que sauvage, ça veut dire qui vit dans les bois, eh bien remettre l'enfant dans les bois. Il existe aujourd'hui beaucoup d'écoles du dehors où on va faire des classes dans la forêt, on va éduquer à la nature, éduquer au dehors pour que l'enfant il soit en contact avec ce sauvage. Il va comprendre ce que c'est le sauvage, dans ses imprévus, dans ce qui l'entoure, dans son expérience corporelle. Il va démystifier cette peur pour peut-être après, en grandissant, plus être dans cette violence ou cette agression du sauvage. Et ça peut changer beaucoup de choses. Donc il existe là, comme je vous le présente, des documentaires, des livres qui racontent tout ça et des expériences. Donc pour terminer, en résumé, les idées reçues qu'on a du sauvage, c'est du chaos, du désordre, qu'il faut apprivoiser, ranger, contrôler, éliminer, voire détruire.
Et que la réalité, c'est peut-être que le sauvage, c'est quelque chose de très complexe, avec beaucoup d'interrelations, de la coopération en général, et des équilibres subtils. Donc c'est à découvrir, à explorer, parce qu'on ne sait pas encore beaucoup de choses du sauvage. Donc en fait, je dirais que la seule chose vraiment à apprivoiser, c'est pas le sauvage, mais plutôt nos peurs du sauvage. Et je dirais que, en reprenant la phrase de Jane Goodall, si nous éliminons le sauvage, nous tuons une partie de nos âmes, de notre intériorité, qui fait qu'on est aussi vivant. Voilà, j'en ai terminé avec l'histoire des peurs du sauvage. Si vous voulez aller plus loin, j'écris d'autres vidéos, une en particulier sur réensauvager votre esprit, plutôt notre sauvage intérieur, comment on s'est auto-domestiqué, puis d'autres vidéos. Eh bien, merci de m'avoir écouté et à bientôt.